Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. On est dimanche. On va parler du deuil aujourd'hui. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, un bon dimanche, que vous êtes bien reposés. Du coup, je vais pas attendre que tout le monde arrive parce que on est dimanche soir et je sais que le dimanche soir, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais que les gens voient les vidéos en replay, comme d'habitude. Du coup, je vais tout de suite commencer et puis ceux qui nous retrouvent, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à interagir et à poser des questions si vous en avez. J'ai reçu que 3 questions, donc ça va être assez rapide. Et puis si vous avez d'autres questions après, vous pouvez toujours me les envoyer plus tard. Du coup, on va parler du deuil, on va voir quelles sont les différentes étapes et aussi on va pouvoir parler un petit peu de la différence qu'il peut y avoir entre un deuil après une rupture amoureuse et puis un deuil après avoir perdu un être cher. Donc bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent pour ce soir, pour ce 24e live déjà, donc ça passe vite, bientôt à la fin. J'espère que vous allez bien. Donc je disais qu'on allait commencer déjà, on va pas attendre forcément plus de gens parce qu'on est dimanche et que je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont en direct mais qui regardent les lives après. Du coup, pendant que je raconte un petit peu qu'est-ce qu'un deuil, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont vécu des deuils. Donc je disais des deuils comme ça peut être, quand on parle de deuil, on parle bien sûr d'une perte, mais ça peut être la perte d'une personne qui nous est chère, mais ça peut être aussi la perte d'un objet, la perte d'une situation, la perte d'une relation, la perte d'un idéal, la perte d'une situation. Donc quand on parle de deuil, on parle vraiment de tout ça. C'est vraiment, le deuil a un déroulement qui est nécessaire c'est un déroulement psychologique qui est nécessaire pour pouvoir finalement arriver vers la résilience et donc la délivrance. Le mot deuil d'ailleurs il vient du mot latin du mot dolere qui est du coup un mot latin et qui signifie souffrance. Donc ce sont des étapes qui font souffrir la personne bien sûr mais qui sont véritablement nécessaires et utiles. On m'a demandé si c'était normal du coup d'avoir ces étapes de vie qui sont assez douloureuses et oui, bien sûr que c'est normal, comme je le dis, c'est utile, c'est nécessaire. Déjà par exemple, lorsque on vous annonce que on vous annonce le décès de la personne ou en tout cas la rupture avec cette personne, il y a cette première étape qui est le choc et le déni et si vous voulez, cette étape elle est hyper nécessaire parce que du coup, elle permet d'affronter cette nouvelle et de trouver tout de suite et immédiatement des ressources en nous qui vont nous permettre finalement de faire face, qui vont nous permettre d'affronter la réalité et qui vont nous permettre d'avoir des actions, de réagir. C'est pour ça que cette première étape, cette première phase, elle est hyper importante. Donc, bien sûr que le processus de deuil est très très important. Ça va être très progressif. Ça va permettre à la personne d'avoir finalement une réorganisation de sa vie et aussi de retrouver ses propres repères parce que forcément ça va changer. Ce qu'il faut savoir c'est que donc il y a différentes étapes et bien sûr il y a des étapes qui sont communes pour tout le monde mais encore une fois chaque personne est unique et donc chaque personne va vivre le deuil à sa manière en fonction de sa personnalité et aussi en fonction de la relation qu'elle avait soit avec la personne, soit avec la situation, soit avec l'idéal, soit avec l'objet. Voilà, je vais rester de manière très générale. Pareil, les phases, on va les voir juste après, elles peuvent être vécues dans un certain ordre, mais elles peuvent être aussi être chevauchées, c'est-à-dire que parfois, finalement, on ne vit pas les étapes de la même manière qu'une autre personne qui pourrait vivre elle aussi le même deuil au même moment. Des fois, on a des deuils vraiment qui touchent une famille complète et on se rend bien compte que les parents, les frères, les sœurs, les cousins ne vont pas vivre les mêmes étapes au même moment et c'est aussi normal. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. Du coup, c'est normal. Donc, je vais vous raconter rapidement les différentes phases en sachant que ce n'est pas, encore une fois, chaque personne va vivre sa phase, mais c'est vraiment de manière générale. Donc, comme je disais, la première phase, la première étape, c'est cette phase
cette étape de choc, de déni. Donc la personne, elle va vraiment être dans le refus. Pour elle, c'est pas possible, elle n'y croit pas, c'est faux, il y a une erreur, ils se sont trompés, c'est impossible. C'est vraiment une étape où la personne va intégrer finalement la réalité. C'est une étape qui est la plus importante. Hein, on va du coup aller dans cette étape d'intégration de la réalité pour passer à la deuxième phase. Donc, cette personne, tellement elle n'y croit pas, elle peut être même dans, comment on pourrait dire, elle pourrait même avoir des hallucinations, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment croire qu'elle l'a vu, croire qu'elle l'a entendu, croire qu'elle le sent. C'est vraiment, ça peut aller jusqu'à le choc et le déni, il peut aller jusqu'à avoir des hallucinations. Et c'est une étape qui est vraiment normale et nécessaire, comme je dis, pour pouvoir trouver des ressources et donc du coup affronter la réalité. Elle est normale tant qu'elle dure quelques semaines, encore une fois. Ensuite, on a la deuxième phase. Donc quand cette phase a été justement bien intégrée, on commence à être dans la réalité. Et le fait de comprendre que c'est bien réel, que la personne, la situation, l'idéal est bien terminé ou bien absent, du coup, on commence à comprendre que on est dans la réalité, il y a cette colère qui va arriver. Vraiment, il y a un sentiment de colère, un sentiment d'injustice. On peut avoir un sentiment aussi de révolte. On est dans l'action, on est dans cette rage. Et c'est la deuxième phase aussi qui est importante. Donc là, la personne, justement, elle va exprimer ses sentiments, ses émotions, alors que dans la première phase, comme elle est dans le déni, comme elle est dans le déni et dans un état de choc, finalement la personne peut être dans une absence totale d'émotion. Et on entend beaucoup des personnes dire « Oh, il n'est pas touché, elle n'est pas touchée, elle pleure même pas, par exemple à un enterrement », alors qu'en fait si, c'est juste qu'elle est dans le déni et c'est une étape qui est normale. Donc première étape, le déni, le choc où on peut justement être dans une absence d'émotion. Et la deuxième étape, là, c'est plutôt la colère et donc on a plutôt des émotions assez fortes. Ensuite, on va avoir une troisième étape qui s'appelle la tristesse, ce qui peut aller jusqu'à la déprime, voire une dépression. Donc là, c'est une grande peine. La personne va s'interroger énormément. Elle va être nostalgique parce qu'elle va repenser à des souvenirs. Donc c'est un chagrin qui pour elle est vécu comme interminable. Elle a l'impression qu'elle va jamais se sortir de chagrin, voire même la personne va croire qu'elle peut mourir d'amour, quoi. Elle peut vraiment mourir d'un chagrin d'amour. Donc c'est vraiment une très grande phase qui est très perturbante parce que la tristesse prend vraiment tout le dessus. Et puis après on a la quatrième phase qui est une phase de reconstruction qui est très importante parce que la personne va pouvoir du coup sortir de cette tristesse profonde. Elle va toujours être un peu triste si on lui en parle, mais ça va être beaucoup plus léger. Donc une tristesse qui va être légère, la personne va commencer à aller un peu plus de l'avant, être tournée plus vers le présent et le futur et moins vers le passé. Elle va commencer à réorganiser sa vie, donc réorganiser ses projets, réorganiser sa façon de voir les choses. Donc elle est vraiment dans une reconstruction. Elle retrouve aussi son identité maintenant qu'elle est détachée de cette personne. Donc si c'était son conjoint par exemple ou sa conjointe, elle retrouve une identité. Comment elle va être aussi peut-être avec ses enfants maintenant que c'est elle qui est responsable de tout le monde. Donc voilà, il y a vraiment retrouvé sa place. Et puis on a cette cinquième phase, cinquième étape qui est l'acceptation. Donc c'est là que la personne va vraiment pouvoir se libérer, guérir, se rétablir. C'est vraiment le moment où la personne a accepté. Elle est dans la résilience, vraiment. Elle a accepté. Mais pour qu'elle puisse arriver à cette cinquième étape, je le dis, je le redis, il faut qu'elle passe par toutes ces étapes avant. C'est vraiment très important. Donc la personne là, une fois qu'elle a accepté qu'elle est guérie, elle va pouvoir être vraiment remise et aller de l'avant. Dites-moi ceux qui nous regardent si toutes ces étapes, si vous avez vécu un deuil, c'est vraiment quelque chose qui est commun pour tout le monde parce que soit on a déjà vécu un deuil, soit on a été proche de quelqu'un qui a vécu un deuil, soit on va le vivre. Hein. C'est pour ça que c'est un sujet qui est pour moi intéressant. Dites-moi un petit peu si vous avez vécu ces différentes étapes, ces 5 étapes dont je viens de parler. Est-ce qu'il y a une étape qui a été peut-être pour vous moins facile, plus difficile? Laquelle c'était pour vous la plus difficile, la moins facile? Laquelle était pour vous la plus longue?
Est-ce que vous parlez pour vous, vous me dites oui, mais est-ce que c'est pour vous un deuil parce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que c'était perdre quelqu'un parce qu'il est décédé, perdre parce que c'était une rupture ou une situation, un objet? Donnez-moi un petit peu vos retours, c'est important pour que je puisse un petit peu rebondir aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que le cerveau réagit de la même manière si c'est un deuil lié à la mort de quelqu'un ou un deuil lié à une rupture. Alors, je ne suis pas neurologue, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe dans les neurones et si le cerveau il a vécu la même chose. Ça, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des similitudes entre le deuil de la personne qui est morte et le deuil d'une rupture. Et on va un petit peu parler des différences après. Alors oui, la tristesse qui a été le plus long, ok, donc cette phase de déprime, c'est en effet l'une des phases qui peut être vécue la plus longue parce que cette phase de tristesse, on en parlera après, si on n'est pas bien entouré, elle peut vite basculer du coup dans une déprime et dans une dépression. Mais elle est nécessaire, encore une fois, pour évacuer, lâcher, vider les émotions. Elle est utile. Donc, par rapport au deuil par rapport à une personne qui est morte et au deuil suite à une rupture amoureuse, donc on retrouve les mêmes étapes. On retrouve exactement les mêmes étapes. Alors, l'acceptation suite à des décès en étant géographiquement loin. D'accord, bien sûr. Ok, c'était la dernière étape pour toi, Régis, qui était la plus longue, vu que tu étais loin de tout le monde. Ouais, c'est pas facile forcément. Quand on est loin, du coup, on peut être protégé aussi. Mais du coup, vu qu'on est loin, on ne vit pas aussi intensément toutes les étapes que quelqu'un qui pourrait être proche physiquement. Donc c'est normal aussi de ne pas vivre les mêmes étapes. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais déjà là, Régis, mais voilà, on a ces 5 étapes. Mais en fonction de la relation qu'on a avec la personne, de la distance du coup aussi physique, géographiquement, de comment on est entouré, de l'âge à laquelle on apprend ça, forcément on ne va pas vivre les mêmes étapes et c'est tout à fait normal. Et j'ai été longuement dans le déni après le décès, bien sûr. Donc encore une fois, le déni, c'est une phase de protection. Donc si l'inconscient vous met, en tout cas te met, je crois que c'est Audrey, je crois ton prénom du coup par rapport à ton pseudo, si elle a été vécue longuement, c'est qu'elle était nécessaire pour toi parce que finalement si tu avais été tout de suite dans cette phase de colère, elle n'aurait pas été bénéfique pour toi, donc elle a été longue pour que justement tu puisses trouver des ressources et du coup peut-être être l'épaule d'autres personnes qui en avaient besoin, d'être peut-être le pilier. Et souvent la personne qui est dans le déni, elle fait ça aussi pour les autres, c'est-à-dire qu'elle est dans le déni pour elle, pour trouver des ressources, mais du coup, comme elle n'est pas dans une surcharge d'émotions, au contraire, elle est dans une neutralité au niveau des émotions, elle permet d'aider aussi tous les autres. Je ne sais pas si c'est ton cas, tu peux répondre si tu souhaites. Donc, j'étais en train de donner les différences qu'il y a entre le deuil d'une personne qui est morte, donc un défunt, ou une rupture amoureuse. Donc on a les mêmes étapes, on va avoir quelques étapes supplémentaires. Donc on a bien sûr le choc et le déni quand on est dans une rupture amoureuse. On a aussi la colère, on n'est pas content, ça ne nous va pas, on n'est pas d'accord, on est dans une révolte, on peut être révolté. Et on va avoir une petite phase là, entre la colère et la tristesse, on a la phase de dévalorisation. C'est-à-dire que le partenaire, peu importe si c'est lui qui a été quitté ou qui quitte, on a cette phase où on va se dévaloriser, on va dire qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on a fait des erreurs, qu'on n'était pas bien, qu'on aurait dû faire ceci, faire cela. Et donc qu'on est dans cette phase de dévalorisation. Elle va être importante cette phase, mais elle va être aussi très blessante, très douloureuse pour la personne parce que ça va atteindre l'estime de soi. Ensuite, du coup, on a bien la tristesse comme le deuil d'une personne qui est décédée. Et là, on va avoir une autre phase supplémentaire pour la personne qui est dans une rupture amoureuse, ou ça peut être amicale aussi, bien sûr. Là, on va avoir la phase de regret et de culpabilité. La personne, elle va regretter finalement de l'avoir quitté. Elle va se dire, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup, elle va s'en vouloir. Ça, c'est une phase en plus aussi qu'il y a. Et on a après, bien sûr, comme un deuil normal, entre guillemets, la réorganisation et donc après l'acceptation. Ça, c'est pour vous montrer la différence entre les étapes de deuil suite à la perte d'une personne et le deuil suite à une rupture amoureuse. Alors,
Oui, c'est vrai, mais j'ai fini en dépression. Bien sûr, ça arrive. C'est l'une des conséquences principales du coup d'un deuil. Je suis désolée, je cherche mes mots. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas facile, hein, parce qu'on l'a tous vécu, que ce soit quelqu'un qu'on a perdu ou une rupture amoureuse. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui est lourd, hein, bien sûr. Et en effet, c'est-à-dire que du coup, toi Audrey, t'as pu sûrement aider les autres, mais tellement que tu t'es oublié toi, et finalement cette pression que tu t'es mise et que tu as mis dans cette étape, dans cette phase de ta vie, après t'es en dépression, parce que voilà, dépression, la pression, faut bien qu'elle sorte au bout d'un moment, donc c'est tout à fait normal. Et puis on m'a posé une dernière question qui était, non, encore deux je crois. Je relis mes notes, je sais plus où j'en suis. Si, on m'a demandé est-ce qu'on pouvait accélérer le processus. Alors non, l'idée justement, ce n'est pas d'accélérer le processus, parce que chaque étape va être hyper importante. Si par exemple Audrey t'avais pas été en dépression, peut-être que tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Si plus loin quelqu'un disait qu'elle avait été très triste pendant longtemps, elle serait pas aussi peut-être bien aujourd'hui. Pareil pour d'autres personnes qui m'ont partagé leur témoignage avec les commentaires. C'est-à-dire que pour pouvoir justement être bien après, pour pouvoir justement écrire un nouveau chapitre ou un nouveau livre, il faut déjà avoir bien terminé le livre ancien, hein. C'est un peu bête à dire, mais c'est vraiment très important. Donc voilà, il faut vraiment savoir déjà que le deuil, c'est un travail qui est long. Donc il faut être dans l'acceptation que ça va prendre du temps, que c'est un vrai chemin. Donc l'idée, ce n'est pas d'accélérer le processus, mais c'est de prendre le temps et l'espace dont on a besoin. Donc chaque personne va avoir un temps différent. Et vraiment, écoutez-vous. Ça veut dire accepter de prendre le temps dont vous avez besoin. C'est-à-dire que soyez gentil et bienveillant avec vous, encore une fois. Ne cherchez pas à aller trop vite, au contraire, ça pourrait faire des dégâts. C'est vraiment le contraire, parce que si on va trop vite, on va justement créer des substituts. Ça veut dire que soit des comportements, donc ça peut être alcool, drogue, autres comportements. Ça peut être, si c'est à cause d'une rupture amoureuse, ça peut être finalement, si le sevrage n'a pas été fait du coup, parce que cette personne est partie trop vite, soit parce qu'elle est décédée, soit parce qu'elle nous a quittés, et du coup on peut être dans cette addiction affective. J'en parlais dans un live il y a quelques jours, où ça peut être une des causes, c'est-à-dire l'addiction affective peut être causée par un deuil. On va chercher à mettre un pansement, à combler. Donc c'est pour ça que c'est important, pour ne pas créer de relations toxiques, malsaines pour soi, pour les autres, de bien faire finalement ce travail de deuil. La dernière question qu'on m'a demandé, c'est comment survivre, entre guillemets, face à cette perte, ou en tout cas, je dirais pas face à cette perte, mais comment réussir à vivre malgré les étapes de deuil, parce que les étapes de deuil, vous allez les vivre. Donc déjà, savoir que c'est naturel et que c'est une phase des phases qui sont toutes obligatoires et qu'elles sont inévitables. Donc justement, ne pas chercher à les repousser, ne pas chercher à vouloir faire le super-héros qui, lui, n'a pas besoin de passer par ça. Si, on a tous besoin de passer par cette étape. C'est justement des étapes psychologiques qui sont nécessaires. Donc déjà, de savoir que c'est naturel et inévitable, c'est important. C'est vraiment un processus de guérison après un traumatisme, parce que c'est un traumatisme de perdre quelqu'un, même si cette personne était malade depuis longtemps. C'est un traumatisme de perdre quelqu'un du jour au lendemain. C'est un traumatisme de rompre avec une personne, etc. Donc c'est normal. Ensuite, les conseils que je peux donner, c'est du coup d'être très très bien entouré, que ce soit des amis, de la famille, ou même être accompagné par une personne professionnelle, psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, peu importe, mais une personne compétente pour vous accompagner si vous n'avez pas des personnes qui pourraient faire l'affaire. Parce que des fois, nos amis et nos familles, eux aussi font le même deuil en même temps. Donc c'est important de pouvoir aussi se faire accompagner par des professionnels. Ensuite, ça va être d'apprendre à se réorganiser, à vivre sans la personne. Donc d'avoir des nouveaux des nouveaux rituels. Ça peut être des nouvelles façons de faire les choses, peut-être des fois de déménager pour avoir un autre cadre de vie, un nouveau schéma, je sais pas trop le mot, mais vraiment d'avoir des nouvelles habitudes pour vraiment repartir un petit peu à zéro, pour pouvoir avancer
Oser demander de l'aide aussi, hein, je le disais mais je le redis. Aussi, il faut être patient et patiente. Vraiment savoir que c'est long et que c'est normal. Avoir beaucoup de compassion avec soi. Dites-vous que c'est en y allant pas après pas, tous les jours un pas devant l'autre pour pouvoir arriver vers cette dernière phase qui est cette phase d'acceptation et donc du coup de guérison. Vous pouvez aussi aller chercher des personnes qui ont vécu comme vous une perte, un deuil, un parent, un enfant, ça arrive, qui est voilà, décédé du jour au lendemain ou après une maladie, d'aller chercher des personnes qui pourraient vous partager ce qu'elles ont vécu. Parce que quand on est dans le deuil, on a des phases où on croit que c'est définitif. Ça veut dire qu'on croit qu'on va rester dans cet état pour toujours. On croit qu'on va être malheureux toute notre vie. On croit qu'on s'en sortira jamais. On croit que c'est foutu, que notre vie s'arrête là. Et c'est normal, c'est une étape du deuil. Sauf que en parlant du coup à des personnes qui ont fini leur processus de deuil et qui sont arrivées à la résilience, à la guérison, peuvent vous transmettre que c'est normal de ressentir ça, mais que tout évolue et qu'à un moment donné, vous allez avancer étape par étape et que vous allez vous aussi être comme cette personne qui vous témoigne qu'elle peut, que vous allez réussir du coup à être dans l'acceptation. Donc je pense que parler à des personnes qui peuvent vous témoigner du coup de leurs étapes, ça peut être aidant, vraiment. Ensuite, ça va être de respecter du coup votre rythme pour que vous puissiez aussi être fier après d'être sorti de tout ça. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une vraie différence entre perdre quelqu'un parce qu'elle est décédée et une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, on va avoir en plus des étapes de deuil. Je vous disais, il y a l'étape en plus du coup de la culpabilité et du regret, et encore même avant on a cette phase de de dévalorisation. Voilà, donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que suite à une rupture amoureuse, on va créer une vraie blessure de rejet qu'il n'y a pas dans la perte de la personne dans le deuil de la personne qui est décédée. Donc ça veut dire qu'on va avoir tous les étapes de deuil normal, plus on va vraiment avoir cette blessure de rejet qu'il va falloir aller travailler. Il y a beaucoup de personnes qui, suite à ça, ont perdu leur estime et il va falloir rétablir et retrouver cette estime, cette confiance. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues par message. J'espère que ça a été clair pour vous. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident ni à parler. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne suis pas dans la même énergie que d'habitude, forcément, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, que j'ai aussi pu voir autour de moi, et c'est aussi quelque chose des choses que je fais en accompagnement. Donc forcément, c'est un sujet où je ne veux pas avoir une énergie pampélope, c'est normal. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même aidé, et j'espère que vous vous retrouvez dans cette étape et que vous comprenez que c'est normal. Si vous avez des questions plus personnelles, j'y répondrai en privé. Et puis voilà, alors on peut l'avoir aussi en cas de décès, non? Je sais pas de quoi tu parles, du coup, on peut l'avoir quoi? Le deuil? Si c'est ça, oui, bien sûr, c'est ce que je dis depuis le début. Je sais pas si c'est ça ta question. Après un suicide, c'est ça que tu dis? Bien sûr, c'est la même chose, hein. Si la personne se suicide, on la perd du jour au lendemain. Je crois que, ok, comme il y a un décalage, ce que je crois, c'est que tu parles je crois qu'Audrey, tu parles du coup de la blessure de rejet. Parce que là, ce n'est pas naturel, c'est une mort du coup qui a été volontaire. Donc je crois que c'est ça que tu parles. Tout à fait, Audrey, c'est ça que tu parles. Bien sûr que on se sent... Alors là, ça va pas forcément être un rejet. Ça va plutôt être une blessure d'abandon. Plus que rejet, mais on peut avoir les deux, encore une fois. Tout ce que je dis, il ne faut pas le prendre c'est du cas par cas, encore une fois. Donc là, je généralise, mais bien sûr, oui, c'est ça, de la culpabilité. Bien sûr, exactement. Donc la culpabilité, bien sûr qu'elle fait partie quand la personne nous quitte parce qu'elle a rompu le lien. Mais s'il y a un suicide, bien sûr qu'elle a rompu le lien avec tout le monde. Bien sûr que tu peux avoir de la culpabilité, mais encore une fois, cette personne, si elle se suicide, c'est qu'elle a des troubles psychologiques et que ce n'est pas de ta faute. Ça, c'est important, mais bien sûr que du coup, il va y avoir un travail aussi à faire sur la culpabilité, le pardon de soi, le pardon de l'autre, et du coup, la blessure du rejet et la blessure d'abandon. Bien sûr, c'est une très bonne question, merci
Audrey, d'y avoir pensé. Et en effet, il y a tout un processus, tout à fait. Demain, je vais avoir une invitée. Je vais recevoir Marine. Marine, c'est une photographe qui est une amie d'une amie que je vais recevoir demain pour le live. Elle va nous témoigner de son sentiment de solitude. C'est une personne qui aimerait nous parler de se sentir seule, même si on est à deux, en couple, en famille, avec des amis. De rien, Audrey, avec grand plaisir. Donc demain, voilà, on va recevoir Marine qui va nous parler de la solitude. C'est le sujet qu'elle souhaitait nous partager demain. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dès demain, pareil, vous pourrez poser vos questions tout le long de la journée et puis en live, bien sûr, pour commenter, pour rendre vivant ce live sur la solitude. Et je pense aussi que c'est un sujet qui est intéressant parce que je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés, en tout cas sentis seuls alors qu'on était entourés, et parfois se sentir finalement en lien avec tout le monde alors qu'on pouvait être seul. Merci à vous tous vraiment pour vos messages et vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon dimanche. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain soir à 20h30 avec Marine. Bonne soirée à vous.